Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler, encore une fois, de la plateforme française Walsio pour déclarer correctement vos crypto-monnaies. Et dans cette partie, on va du coup plutôt, parler cette fois-ci des transactions. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé, du coup, de l'interface, plus de cette partie ici, mes comptes, comment ajouter un compte via une API ou via des fichiers. Cette fois-ci, on va voir les transactions et comment ça se passe exactement pour calculer tout ça dans Walsio. Donc voilà, là on se retrouve sur la plateforme Walsio dans l'onglet transactions. Et donc c'est la suite logique après avoir ajouté ses comptes. L'idée c'est de voir ce que la plateforme va récupérer. Parce que c'est important de voir s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas eu des doublons, s'il n'y a pas eu certaines choses. Donc effectivement, là on va reprendre du coup le compte d'exemple. Voilà, sur 4 ou 5 ans, on a plusieurs transactions qui ont été cumulées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre chaque année soit vos fichiers, soit une nouvelle clé API ou la mettre à jour, les transactions, imaginons si là on a commencé, là on peut voir d'ailleurs où est-ce que ça a été commencé. Voilà, on peut voir que les premières transactions sont arrivées à partir du 28 février 2019. Les dernières transactions arrivent là en 2023 sur ce compte, en 31 décembre 2023. Donc, ça veut dire que chaque année, quand il a fallu générer un rapport fiscal, une déclaration fiscale, ça garde forcément les transactions qui ont été enregistrées dès le début. Et pourquoi c'est important? Parce que nous, ce que l'on veut, c'est un historique. Parce que, imaginons, j'achète ici, là, si on lit cette transaction, je vois que j'ai une sortie de 10 €, donc ça veut dire que c'est un échange. J'achète du Bitcoin ici contre 10 €. C'est donc un achat en Bitcoin et on peut le voir ici sur la plateforme Coinbase. Très bien. Mais qui me dit que, imaginons, je détienne ce Bitcoin, je fais du holding, c'est-à-dire juste, je le garde dans mon portefeuille, je ne le touche pas, et comme une action, j'attends qu'elle fructifie, qu'elle prenne de la valeur pour la revendre plus tard beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté auparavant. Ce qui veut dire que, imaginons, je souhaite vendre ce Bitcoin, mais aujourd'hui en 2025, il faut bien que Walsio arrive à retracer le début de cette transaction. Parce que lui, il va aller chercher, mais attends, écoute, tu as fait un achat le 28 février 2019 de 10 € en Bitcoin, et là, tu vends 10 € de Bitcoin aujourd'hui en 2025. Il va y avoir un calcul, il va aller chercher la valeur du Bitcoin à cette date-là, le 28 février 2019. Donc on peut voir ici, voilà, en sélectionnant la transaction, on peut voir la quantité de Bitcoin qui a été acheté, soit 0,002. Et on peut voir aussi la quantité en euros qui a été échangée, 10 €. Et on peut voir ici que un Bitcoin valait 3 731 €. Alors qu'actuellement, un Bitcoin vaut plus de 110 000 €. Et la plateforme elle a besoin de savoir ça parce que cette quantité de Bitcoin ici n'a plus du tout la même valeur qu'elle pouvait avoir en 2019, qu'elle a aujourd'hui en 2025. Et ça, la plateforme va le suivre, va le traquer pour pouvoir calculer tout simplement quelles vont être vos plus-values ou vos moins-values. Voilà pourquoi c'est important de commencer le plus tôt possible à se mettre en place sur une plateforme comme sur Walsio ou autre, peu importe. L'idée, c'est de commencer à avoir un historique de toutes vos transactions pour pouvoir ensuite avoir une déclaration fiscale générée par la plateforme juste. Parce que sinon, si vous commencez à n'afficher que les transactions de cette année, si vous commencez, le problème, c'est que si vous avez fait un achat avant et que c'est pas pris en compte dans l'historique, alors le logiciel ne pourra pas savoir combien coûtait auparavant ce Bitcoin. Et il ne pourra pas faire la transaction, il ne pourra pas dire combien vaut ce Bitcoin aujourd'hui et combien vous avez fait de plus-value ou de moins-value. Et donc, ça va impacter le résultat de votre déclaration fiscale, de votre rapport fiscal. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ça le plus tôt possible, parce que de toute manière, il va falloir prendre en compte tous vos comptes, donc c'est-à-dire les comptes qui sont ouverts à l'étranger, parce que pour la France, ça considérait encore une fois comme ouvrir un compte
sur Binance, sur Coinbase, voilà, est assimilé à ouvrir du coup un compte bancaire à l'étranger. Et donc du coup, ça, il faut le déclarer. Donc de 1, déjà, ça, il faut le déclarer tous les ans, dès l'ouverture. Et ensuite, eh bien du coup, il va falloir aussi aller rechercher toutes ces transactions pour avoir du coup un calcul qui soit correct, qui soit juste, jusqu'au bout. Parce que ça va impacter du coup la valeur de votre imposition. Parce que si on ne sait pas combien va vous générer cette plus-value, cette transaction de 10 € en Bitcoin, et que vous la revendez plus tard, sur une transaction qui est imposable, donc c'est-à-dire que je la revendrai de Bitcoin à une monnaie fiat, donc à euros, donc c'est une transaction qui sera donc imposable, et bien du coup il faut que la plateforme sache combien j'ai fait de plus-value ou moins-value. Tout simplement. Donc quand on est sur cette interface, pour pouvoir gérer les transactions, on a 3 onglets en haut, on a les onglets transactions, donc on voit qu'il y a plus de 16 962 transactions. Donc qu'est-ce qu'une transaction ? Une transaction, ça peut être, comme on peut le voir ici, la plateforme va automatiquement du coup ajouter et synchroniser soit mes clés API, soit les fichiers que je lui ai donnés, donc mes données, ici dans l'onglet mes comptes. Et donc du coup, il va automatiquement, suivant à quoi peut ressembler la transaction, il va lui classer déjà ces transactions. Donc on peut voir qu'il les a classées ici déjà en termes d'échange. Donc un échange, c'est bien comme un achat ou une vente, finalement. Donc on échange 10 € contre du Bitcoin. On peut avoir un transfert entre comptes, donc il a compris qu'effectivement, des fois, on est sur une plateforme. Là, dans ce cas précis, on peut voir que c'est Coinbase. On peut voir par exemple que peut-être que c'est simplement les 2 portefeuilles qui se trouvent dans Coinbase et on fait un échange entre les deux. Ou alors, on l'envoie d'une plateforme à une autre plateforme. Ça aussi, il peut le repérer. Et donc, du coup, pour lui, voilà, c'est important pour lui de comprendre est-ce que votre transaction est imposable ou non. Parce que je le rappelle, une transaction qui est imposable, c'est une transaction qui est soit on a vendu une crypto-monnaie contre une monnaie fiat, donc par exemple du Bitcoin contre de l'euro, du Bitcoin contre du dollar, etc. Soit on a acheté quelque chose, un bien, contre notre crypto-monnaie. Ce sont les 2 moyens de retrouver une transaction qui est imposable. Une transaction qui ne serait pas imposée, qui ne serait pas imposable, serait peut-être échanger du Bitcoin contre une autre crypto-monnaie, peut-être USDC, qui serait une crypto-monnaie stable. Voilà. Soit après, on peut penser à l'optimisation, c'est-à-dire que j'évite d'échanger mes crypto-monnaies contre de l'euro, si c'est juste dans le cadre d'un échange et que je ne veux pas récupérer ces euros tout de suite, et je les échange plutôt contre Bitcoin, donc une crypto-monnaie volatile, contre une crypto-monnaie stable qui peut être comme l'USDC ou l'USDT, etc. Parce que au moins je sais que je n'aurai pas à avoir cette transaction imposable. Parce qu'on va retrouver du coup dans l'onglet juste à côté les transactions qui sont imposables. Donc là je clique dessus et là il me répertorie les transactions qui ont été imposables sur les dernières années. Et ce qui est important du coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir voilà qu'est-ce qui a généré du coup le côté imposable. Là, on peut voir par exemple, en 2019, c'est un échange effectivement qui a été de crypto-monnaie vers euros. On a 26,62 € qui ont été échangés, etc., etc. Et enfin, on va avoir le dernier onglet qui sont les corrections. Et là, on voit qu'il y en a beaucoup, plus de 3000 corrections à faire. Qu'est-ce que c'est que les corrections ? Une correction, en fait, c'est lorsque Walsio, la plateforme, ne sait pas soit ce que peut être votre transaction, soit elle ne sait pas, par exemple, soit il y a un problème dans le fait que, par exemple, il manque une transaction. Par exemple, il va me dire, c'est étrange, je vois que là, actuellement, par exemple ici, je vois que tu as moins 0,14, etc. LTC, qui est une crypto-monnaie, mais je ne vois pas à quel moment tu en avais acheté. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne voit que la transaction où je la vends, donc une sortie, mais il ne voit pas la transaction qui a été ajoutée. Ce qui veut dire que pour lui, j'ai moins 0,14 LTC dans mon total, parce que je n'ai pas eu d'entrée de cette crypto-monnaie. Il ne l'a pas vu, il n'a pas vu la transaction où je l'ai acheté. Et donc du coup, l'idée, c'est d'aller voir si c'était un bug, si peut-être il y a une erreur de prix, si peut-être il y a peut-être qu'il a pas
associé la bonne transaction et donc du coup, il n'a pas vu qu'elle était rentrée. Ou alors tout simplement, c'est que c'était aussi une plateforme qu'il n'a pas forcément pris en compte aussi. Une plateforme qui, je rappelle, quand on était en 2019, il n'y avait pas encore tous les comptes qu'on peut voir ici dans mes comptes, et que si je souhaite ajouter un compte, on n'avait pas toutes ces blockchains qui sont proposées ici actuellement, on n'avait pas toutes les plateformes qui sont aussi proposées ici, donc ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, dès le début, en 2019, eh bien forcément, ça va générer déjà des petits décalages, et ça, c'est normal, on n'y peut rien, on fait de notre mieux, et de toute manière, au regard de la fiscalité, c'est votre bonne foi de toute manière là qui compte, parce que vous avez débuté déjà votre déclaration, vous l'avez fait tous les ans, et l'idée, c'est de toute manière de corriger au fur et à mesure. Et chaque année, en fait, dès qu'il y a un ajout, on va pouvoir corriger, etc. Donc, c'est jamais parfait une déclaration en crypto-monnaie, parce que les crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que dans les infos, les réglementations en fiscalité, elles changent constamment. Tous les ans, il y a une nouvelle règle, tous les ans, il y a quelque chose qui change. Là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des stablecoins comme l'USDT qui ne sont plus acceptés dans l'Europe, donc les plateformes ont retiré l'USDT, ils ont laissé l'USDC, etc. Donc ça fait que l'USDT n'est plus pris en compte, il disparaît. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a des plateformes qui ont fait faillite. On a Celsius qui a fait faillite, on a BlockFi qui a fait faillite, on a FTX qui a fait faillite. Donc du coup, on se retrouve avec des comptes qui... on a peut-être plus d'API qui fonctionnent, donc il faut aller chercher les trucs. Donc vous voyez que ça devient une usine à gaz, et c'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit. Pas se retrouver 3 jours avant la fin de la clôture de la déclaration des impôts, et de se dire « Ah bah mince, en fait il y a du boulot », surtout lorsque vous allez débuter, surtout lorsque vous allez essayer. Donc au début, vous allez fournir le maximum d'informations à Walsio, lui il va faire de son mieux, il va gérer les choses, et après forcément, il va y avoir un petit temps d'adaptation et de travail vis-à-vis les corrections. Par exemple, voilà, si on prend cet exemple de lui, c'est retrait à catégoriser. Voilà, il ne sait pas. Donc si je clique sur corriger, il va me demander de mettre un label, de dire voilà, est-ce que c'était un transfert entre comptes? Est-ce que c'était un paiement? Vous avez payé un bien ou un service en crypto? Est-ce que ce sont des frais? Donc il va demander si c'est des frais de transaction. Est-ce que c'était une mise en stacking? Vous avez stacké des crypto-monnaies. Donc le stacking, c'est l'idée de bloquer vos fonds, comme sur un compte PEL par exemple. Vous alimentez une sorte de compte de crypto-monnaie dans lequel vous avez bloqué vos fonds pour un certain temps. Et le temps qu'ils sont bloqués, vous êtes récompensé avec des taux d'intérêt, avec des intérêts, des récompenses. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est calculé d'une différente manière lorsque on déclare ces crypto-monnaies. On va avoir perte de produits dérivés, vous avez une perte liée à des futurs, du margin, etc. Donc ça, c'est lorsque vous faites du trading. C'est lorsque vous faites, par exemple, liquider. Donation, vous avez une donation en crypto-monnaie, c'est possible, vous pouvez faire des donations en crypto-monnaie pour des créateurs de contenu, par exemple, ou simplement le donner à quelqu'un, etc., ou une œuvre de charité, parce qu'il y a des associations qui permettent du coup le don. Donc vous pouvez peut-être comme une association, en vrai, lorsque vous donnez, vous avez plus de 66% en retour fiscal, d'exonération fiscale. Potentiellement, voilà, ça peut être une idée. Hack ou perte, vous avez subi un hack ou une perte en crypto-monnaie, là c'est une perte sèche, donc c'est une moins-value directement, mais elle n'est pas calculée de la même manière que si vous l'avez revendu et que vous avez récupéré vos euros. Là, vous avez totalement perdu, c'est-à-dire que vous avez fait un achat, vous ne l'avez jamais récupéré. Et les hacks et les pertes, ça arrive énormément dans les crypto-monnaies, surtout si vous rentrez dans la finance décentralisée, sur des protocoles. C'est comme si vous avez plein de mini-banques sur la blockchain, vous voulez stocker vos fonds sur une de ces mini-banques parce qu'elles proposent des taux d'intérêt qui sont extrêmement valorisés, mais malheureusement, qui dit taux d'intérêt très élevé dit aussi derrière qu'il y a potentiellement anguille sous roche et qu'il y a bien peut-être des protocoles qui ne sont pas assez bien travaillés, que même peut-être une crypto-monnaie n'est pas assez bien créée et écrite avec un code, ce qui fait que les hackers peuvent facilement trouver des exploits pour pouvoir soit tricher, revendre cette crypto-monnaie, soit la dupliquer et du coup faire cracher sa valeur à zéro, etc. Voilà.
beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est intéressant, encore une fois, d'en apprendre plus sur le monde des crypto-monnaies et de pas tout de suite se lancer voilà, dans les choses très risquées. Et surtout, si on est débutant, faire comme un portefeuille d'investisseurs d'actifs, c'est de partir sur des choses qui sont déjà très connues. Mettez votre argent dans les endroits qui sont plutôt stables, etc. Et après, si vous voulez, vous prenez une toute petite partie et vous l'utilisez pour vous entraîner, soit au trading, soit sur la DeFi, sur la finance décentralisée, et bien pour pouvoir voir ce que vous pouvez générer. Et dans le cas, si vous avez fait des bêtises, ce qui va arriver malheureusement, c'est les accidents comme ça, et bien au moins vous n'avez pas perdu beaucoup. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce que vous investissez, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La même chose qu'en casino, la même chose qu'au jeu d'argent, que si vous investissez dans les actions aussi classiques, pas forcément en crypto-monnaie. En général, n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Donc si vous êtes capable de perdre 100 € ce mois-ci, vous pouvez l'investir. Si vous perdez 100 €, c'est pas grave. Vous l'avez prévu dans votre gestion de la perte. Voilà, c'est très important de ne pas utiliser l'argent que vous allez avoir besoin pour manger ou pour votre loyer, pour éviter bien tout simplement une certaine forme de pression derrière, psychologique, de se dire « Mon Dieu, si je perds cet argent, il va m'arriver des conséquences que je ne peux pas assumer. » Voilà. Et ça, psychologiquement, c'est très mauvais de commencer comme ça en tant qu'investisseur, parce que sinon vous allez paniquer, vous allez revendre, surtout si vous faites du trading avec des effets de levier. Voilà. Donc restons sur quelque chose de plutôt simple. Là, dans le label, on ajoute liquidité. Donc dans un pool de liquidité, effectivement, dans la finance décentralisée, les plateformes n'ont pas de fonds elles-mêmes, ce sont les utilisateurs qui apportent leur propre crypto-monnaie. Par exemple, vous avez du Bitcoin, eh bien vous allez apporter du Bitcoin à cette plateforme de façon décentralisée. Donc tous les particuliers autour qui ont du Bitcoin vont apporter ça. Et vous allez ensemble créer un pool de liquidité, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir permettre à la plateforme et à d'autres personnes qui puissent échanger leur crypto-monnaie contre du Bitcoin, parce que vous avez laissé un fonds de stockage sur cette plateforme. Et on verra plus tard dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne exactement, ces plateformes décentralisées, contrairement à une plateforme centralisée, et comment du coup ça s'automatise, et pourquoi c'est décentralisé. Parce que du coup, le fait de faire ça va encore une fois, vous faites pas ça de manière non lucrative, vous faites ça parce que la plateforme va vous rémunérer, va vous faire des taux d'intérêt parce que vous fournissez vos fonds. Voilà, que vous pouvez récupérer à tout moment. C'est comme du stacking, mais c'est encore différent parce que du coup, ça apporte en plus de ça un bénéfice à toute la communauté crypto. La liquidation, non voilà. C'est là le moment où votre position a été liquidée, c'est-à-dire que vous avez fait des effets de levier en trading et vous retrouvez votre collatéral qui a été mis en gage pour votre emprunt avec les effets de levier, parce que quand vous utilisez des effets de levier, du coup, vous faites un emprunt à la plateforme, et cet emprunt, du coup, il faudra bien le rembourser. Le problème, c'est que si le prix chute et que vous avez parié à la hausse, du coup, suivant un certain pourcentage, votre collatéral ne suffira pas à rembourser l'emprunt. Et donc, la plateforme décidera de vendre au prix du marché, donc de vendre en urgence votre position. On appelle ça la liquidation. Et donc, encore une fois, ça impacte vos impôts. Mise en collatéral, vous allez ajouter des cryptos en collatéral. Ça veut dire que vous allez faire des emprunts. Par exemple, il existe des plateformes en finance décentralisée, vous utilisez votre crypto-monnaie, j'ai du Bitcoin, par exemple, j'ai 1000 € en Bitcoin, mais je ne souhaite pas le vendre, parce que pour moi, je pense qu'il va augmenter, mais je souhaite quand même utiliser cet argent pour continuer à investir, mais sans vendre ma crypto-monnaie. C'est possible, parce que vous allez pouvoir déposer sur une plateforme d'emprunt, vos 1000 € en Bitcoin en collatéral, une mise en collatéral. Donc vous le déposez en gage, et contre ça, la plateforme, peut-être qu'elle va vous donner 50% de ce collatéral. Donc si vous avez déposé 1000 €, les 50%, ça va être 500 €. Du coup, la plateforme va vous prêter, va vous générer un prêt à partir de votre collatéral. Donc vous aurez 1000 € en Bitcoin qui seront bloqués. Vous aurez du coup généré un prêt, vous aurez créé de l'argent, 500 € en plus. Ces 500 €, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même le réinvestir dans le Bitcoin. Donc du coup, ça va comme générer un effet de levier quand même, parce que vous utilisez votre Bitcoin pour acheter plus de Bitcoin, mais vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies pour en faire autre chose, etc. Et plus tard, pour récupérer vos 1000 € en Bitcoin, il faudra rembourser l'emprunt de 500 €. Mais c'est plus compliqué que ça.
Je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus si ça vous intéresse, sur comment comprendre, comment faire des prêts en crypto-monnaie. On verra ça surtout lorsqu'on ira sur la finance décentralisée. On arrive dans autre retrait, vous avez envoyé des crypto-monnaies, certainement entre comptes. Autre perte, vous avez subi une perte en crypto-monnaie, d'accord. Scam, donc le scam, eh bien ça va être tout simplement des jetons. On va vous envoyer aléatoirement sur votre portefeuille. Par exemple, vous avez un portefeuille MetaMask, on peut vous envoyer n'importe quoi comme jeton. Et vous n'avez rien demandé. Et si vous les utilisez, potentiellement, ça peut corrompre votre portefeuille. Donc, très important de se rendre compte que il y a des crypto-monnaies que vous n'avez ni achetées, vous n'avez jamais touchées, et ils se trouvent dans votre portefeuille, ne les touchez pas. Voilà, tout simplement. Parce que tout le monde peut vous envoyer n'importe quoi. Encore une fois, la blockchain est transparente. Vos clés publiques, donc vos IBAN en crypto-monnaie, eh bien, sont à la portée de tout le monde, et en fait, des gens, des arnaqueurs, eh bien, prennent toute la liste de plein de portefeuilles et envoient des centaines de crypto-monnaies comme ça qui ne servent à rien, mais avec, du coup, un code dedans qui fait que si vous interagissez avec, ils peuvent potentiellement eh bien, prendre vos fonds sur votre portefeuille. Voilà. Et ça peut être encore une fois une autre vidéo sur quels sont tous ces arnaques qui peuvent être possibles et comment s'en protéger. Comme quoi, parler de fiscalité nous amène quand même à comprendre beaucoup de choses dans le monde des crypto-monnaies. Et ne serait-ce que juste là pour labelliser votre transaction, eh ben, il faut quand même comprendre tout ça. Parce que sinon, même vous-même, vous ne savez pas à quoi ça pourrait correspondre. ICO. Donc une ICO, c'est le fait de pouvoir... c'est une levée de fonds, en fait, une entreprise classique qui décide, en fait, de faire une levée de fonds. Donc elle a besoin d'argent pour développer son infrastructure, et elle va faire eh bien, exactement comme dans le monde classique, de la bourse classique, de donner... Les entreprises, du coup, vont distribuer des actions, et les gens vont payer ces actions à une certaine valeur, ce qui fait que... la société qui a vendu ses actions, elle peut utiliser tout de suite cette trésorerie pour pouvoir développer ses infrastructures. Et là, c'est la même chose, mais dans le monde des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une entreprise classique va faire la même chose, mais elle va du coup, en échange de votre investissement, elle va vous donner des jetons, des crypto-monnaies qu'elle va créer. Par exemple, imaginons Binance qui s'est lancé, qui veut faire une levée de fonds. Elle a créé son jeton, le BNB, qui est donc le jeton de Binance. Et vous, imaginons, vous avez investi 1000 € dans cette plateforme, en disant pour moi, elle a de l'avenir, cette plateforme, et donc du coup, la plateforme, contre 1000 €, peut-être qu'elle va vous donner 1000 BNB, voilà. Et qu'aujourd'hui, le BNB est monté à 1000 €, bah, du coup, vous avez fait une grosse plus-value. C'est exactement comme les actions. C'est juste que vous détenez cette crypto-monnaie, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la stacker, vous pouvez l'investir dans autre chose, vous pouvez même la revendre tout de suite. Mais si vous la gardez, donc faire du holding, c'est comme c'est comme détenir des actions qui prennent de la valeur et vous la rendez plus tard. Donc voilà, c'est une ICO. Et une ICO est calculée différemment du coup pour votre déclaration fiscale. Et on arrive à la fin, on a le NFT. Donc le NFT, c'était quelque chose qui a eu un grand boom il y a quelques années. C'est le fait de pouvoir utiliser quelque chose de numérique et de pouvoir l'imbriquer sur la blockchain. Par exemple, j'ai une photo, j'ai une image, je suis un photographe, je fais une belle photo et je souhaite du coup l'imbriquer dans la blockchain. Et donc du coup, je vais utiliser des logiciels, des protocoles qui vont me créer un NFT, donc une sorte de jeton numérique que je pourrais après revendre. Ça peut avoir une valeur, comme si je voulais vendre mes photos, sauf que là, je les imbrique dans une blockchain, ce qui veut dire que elles vont avoir une rareté, parce que du coup, elles seront liées avec une blockchain, un bloc bien spécifique de la blockchain. Et du coup, ça a fait le boom. On a vu des choses, des fois même ridicules, des photos de singes, etc., qui ont pris des 100 000 €, des valeurs incroyables, parce qu'en fait, c'était la rareté. C'était potentiellement des artistes qui étaient connus, qui après ont généré ce genre de petits NFT, et qui n'avaient de valeur que... c'est un peu comme une marque, en fait. Ça n'avait de valeur que ce que la communauté était prête à donner. Et parfois, c'était indécent. Ça n'avait vraiment aucun sens. Voilà, c'est normal. À chaque fois, il y a eu une bulle, et la bulle a explosé, et du coup, les NFT, là, ont perdu beaucoup en valeur. Mais, par contre, l'utilité d'un NFT peut s'appliquer dans le monde concret, où on veut, par exemple, avoir des preuves. Une preuve qui sera inviolable parce qu'elle sera... intégrée, imbriquée, inscrite sur la blockchain. Et ça, c'est important. Il peut y avoir beaucoup d'utilités comme ça.
Donc voilà les NFT. Et le swap. Bah, le swap, c'est simplement échanger, encore une fois, une crypto-monnaie contre une autre. Et bien en plus, en bas, on a le guide complet sur les labels, donc c'est parfait. Si on ne sait pas à quoi ça correspond, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, ce qui est génial avec Walsio, c'est qu'en tant que débutant, eh bien, on apprend, vous allez apprendre beaucoup en faisant votre déclaration fiscale. Vous allez voir les erreurs que vous avez faites, vous allez voir les bonnes choses que vous avez faites aussi, et ce qui vous permet aussi d'éviter eh bien l'imposition, et comment eh bien optimiser tout ça, et comment mieux investir. Donc c'est vraiment un gros pilier qu'il faudrait qu'on ait tous, et même je pense qu'il faudrait qu'on ait tous dans notre vie quotidienne avec nos monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar, parce que gérer finalement ses investissements, c'est aussi gérer son budget, c'est gérer beaucoup de choses, et je trouve que c'est assez important quand même aussi d'avoir ça dans sa vie, et d'avoir aussi une gestion de son propre argent, et d'avoir aussi une éducation financière. Et c'est pour ça aussi que j'avais lancé la chaîne Billets Libres. De base, les premières vidéos étaient quand même basées sur l'éducation financière et comprendre un petit peu comment fonctionnait notre société d'aujourd'hui, notre société de consommation, et qu'est-ce qu'on était nous comme pions là-dedans, qui sommes utilisés comme des salariés pour certains et pour d'autres. Et voilà, et de surtout d'utiliser en fait la finance décentralisée des crypto-monnaies pour un petit peu s'expatrier de ça, et pourquoi pas essayer bien à côté de commencer à générer un petit peu de revenus passifs pour nous aider à compléter un salaire, ou voir pourquoi pas s'en libérer. Donc voilà, c'était assez dense. La prochaine fois, on verra du coup comment tout simplement générer sa déclaration fiscale juste après, et comment utiliser les documents qui vont être générés par la déclaration fiscale pour pouvoir aller faire les corrections. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on a vu en tout cas dans cette vidéo qu'il y avait plein d'autres vidéos que je pouvais faire, autant sur les poules de liquidité, autant sur les arnaques. Et je sais plus le troisième, mais en tout cas, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ça sera potentiellement les prochaines vidéos. Et si vous avez d'autres plateformes que vous voulez me soumettre pour que je puisse les analyser ou vous faire des tutos dessus, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas d'ici là, portez-vous bien.